le thème, normalement, que moi j'ai choisi, peut-être on n'a pas peut-être partagé, ça va être le Tchad, notre bien commun. Et c'est un thème, donc je me suis inspiré de mon livre intitulé L'État et la seule ethnie rentable. Alors, dans un premier temps, nous allons parler un peu du point relatif à... Nous sommes d'abord tchadiens avant d'être musulmans, chrétiens ou autres. Et puis après, on va un peu parler également d'un autre point relatif à un point qui met surtout l'accent sur le fait que nous sommes égaux en valeur et en dignité. Et nous allons, si le temps nous permet, essayer également d'aborder le presque dernier point qui est qui fait allusion au titre même de mon livre qui est l'État et la seule ethnie rentable. Et peut-être on va aussi peut-être conclure. Alors je vais faire une rapide lecture si vous me permettez. Alors s'il y a une évidence, ça c'est le premier point relatif. Nous sommes d'abord tchadiens avant d'être musulmans, chrétiens ou autres. Donc s'il y a une évidence sur laquelle beaucoup de nos compatriotes semblent être d'accord, c'est le fait que même avant la naissance du Tchad, nos ancêtres ont vécu sur cette terre. Alors je reprends, s'il y a une évidence sur laquelle beaucoup de nos compatriotes semblent être d'accord, c'est le fait que même avant la naissance du Tchad, nos ancêtres ont vécu sur cette terre patrie. Des communautés culturelles et ethniques ont précédé l'arrivée des Blancs qui ont bien plus tard choisi un nom à notre contrée chargé d'histoire, d'énergie et d'émotion. Depuis, les habitants de ce lieu, plein de charme, donc à découvrir, s'appellent, donc les habitants là s'appellent des Tchadiens. C'est une évidence que seul un non-natif de ce pays pourrait se permettre l'excuse de l'ignorer. Au dire des historiens, le paganisme était pratiqué par les ancêtres qui vivaient dans cette partie du Tchad, dans cette partie du monde qui est aujourd'hui le Tchad, puisque ces principales religions actuelles, toutes deux monothéismes, islam et christianisme, ni firent leur apparition que bien plus tard. Ces deux religions monothéistes ont façonné le mode de vie, voire la vision du monde des populations acquises à leurs dogmes respectifs. Au fil du temps, ces habitants qui appartiennent à ce qu'il convient d'appeler maintenant le Tchad commencent à se faire une identité selon la religion à laquelle ils s'identifient. Des fils en aiguille, des principales communautés verront le jour à l'image de ces deux religions qui dominent le pays. Alors que les musulmans se trouvent majoritairement présents dans la partie nord du Tchad, les chrétiens sont nombreux dans le sud du pays. Les Tchadiens sont donc principalement de religion musulmane ou chrétienne, même s'il faut admettre la possibilité de la présence d'une minorité d'athées, de non-pratiquants ou d'adeptes d'autres religions ou sectes. De ce qui précède, nous pouvons, sans risque de nous tromper, déduire que nos ancêtres avaient commencé par habiter cet endroit qui devient le Tchad bien avant l'arrivée des religions précitées. Cette contrée nous a été léguée par nos ancêtres et nous devons la chérir à juste titre. Nous avons donc tous en commun cet héritage qu'est le Tchad, même si individuellement, chacun de nous croit à une religion particulière qui n'est pas forcément commune à nous tous. Chaque croyant doit jouir en privé de la liberté de se connecter spirituellement avec Dieu, tout comme en public, il a droit de s'approprier de tous les bénéfices découlant du bien collectif qui est tout ce qui appartient à l'État. Collectivement, nous devons jalousement chérir notre bien commun, même si individuellement,
chacun de nous a le loisir de pratiquer la religion de son choix. La religion n'est point notre bien commun et comme telle ne doit pas s'inviter dans la sphère publique de discussion ayant trait à notre bien commun qu'est le Tchad. La religion relève ainsi du domaine privé du Tchadien, son domaine public étant intimement lié à l'héritage collectif. Notre patrie, le Tchad, étant ses biens communs, sa vie économique, politique, sociale et culturelle est ainsi l'affaire de nous tous. Comme la religion n'est pas l'affaire de tout le monde, elle est ainsi une affaire privée et donc vouée au placard. Elle ne doit pas avoir la prétention de sortir du placard pour prendre place dans la sphère publique. Cependant, il serait probable que des actes publics ou des décisions étatiques prises pourraient avoir des impacts sur la vie religieuse d'un individu ou d'une communauté. Dans ce cas de figure, l'État doit prévoir des alternatives. Autrement dit, l'État n'a pas pour vocation de dicter à l'individu pratique sa religion. Par contre, il se doit d'assurer que la pratique religieuse n'enfreigne pas les droits des autres. Il serait légitime qu'un groupe puisse organiser des activités rituelles dans un endroit dédié pour la circonstance. Il est aussi normal que l'État veille à ce que ces opérations rituelles trouvent le point l'ordre public. Si une pratique religieuse censée se dérouler dans un cadre circonscrit déborde pour se trouver dans la rue au point d'empêcher les autres citoyens de circuler convenablement, il y a un problème. Le privé a empiété sur le domaine public. Ce genre de situation doit interpeller chacun de nous à faire prévaloir le respect de la chose commune au détriment de l'intérêt. Dans ce cas d'espèce, l'intérêt particulier est la pratique religieuse de l'individu. Son intimité avec Dieu doit être du domaine privé et par conséquent ne devrait pas perturber la sphère publique. À l'instar de la religion, nos pratiques culturelles respectives ne devraient pas avoir une préséance sur le respect de la chose publique. Par exemple, ériger un hangar ou une tente au milieu de la rue pour organiser une cérémonie nuptiale ou funèbre ne saurait être acceptable pour un esprit épris du respect de l'autre. L'autre étant ces citoyens qui souhaitent emprunter cette même rue publique. Aussi, organiser une animation fut-elle pour une célébration de mariage dans un endroit ouvert au point de perturber la quiétude du voisin n'est pas de nature à contribuer au vivre ensemble entre les Tchadiens. Le bruit, ici, des décibels des sons musicaux pourrait être perçu par le voisin comme une pollution. Ici, donc, sa demeure privée où règne le calme et la quiétude. Cette doléance est aussi valable pour les détenteurs des lieux d'animation musicale à proximité des ménages et dont les espaces ne sont pas hermétiquement fermés. En d'autres termes, un vrai croyant est celui qui voue un respect indéniable à son prochain. Ce respect nous rappelle à être observants de nos faits et gestes de manière à ne pas porter atteinte à la liberté et aux droits de l'autre sans raison légitime et collectivement acceptée. L'indisposé dans son sommeil ou lui mettre des embûches à travers son chemin, comme nous l'avions évoqué ci haut, sont entre autres des manifestations illustratives parmi tant d'autres du non-respect de son prochain. Prochain prôné par les religions pourrait dans une certaine mesure se traduire par la reconnaissance du droit de jouir aussi d'un bien commun. Une artère publique est un bien commun, comme tout autre. Son usage fait partie des droits de chaque citoyen. Par exemple, il peut recoller une partie dégradée d'une route s'il a les moyens, tout comme il peut ramasser et déposer dans un endroit approprié une immondice maladroitement placée, obstruant ainsi le passage au public. Nos devoirs à la protection de nos biens communs sont censés faire partie de nos valeurs intrinsèques. S'abstenir, par exemple, de jeter une canette de boisson
un tesson de bouteille ou une peau de banane sur les artères est non seulement un acte de civisme, mais reflète aussi nos valeurs intrinsèques du respect de l'autre. La chose publique étant donc notre bien commun, nous sommes à ce titre tous concernés par sa protection, sa maintenance, sa rénovation, sa croissance et son amélioration. En faisant ce geste, chacun dans son coin est en réalité en train de manifester et confirmer sa copropriété sur le bien en question. Alors, le deuxième point relatif, donc, je disais tout à l'heure que nous sommes tous égaux en valeur et en dignité. La bonne cohabitation dans une société tiendrait beaucoup au respect que c'est vous, ses membres les uns vis-à-vis des autres. Ce respect serait lui-même fonction de notre conviction profonde de voir en autrui qu'il dispose sur toute la ligne des mêmes caractéristiques de valeur et de dignité que nous-mêmes. Dès lors qu'une personne est persuadée que l'autre est son reflet fidèle, mais probablement sous une coupe différente, le respect sincère s'installerait de lui-même entre les deux individus. Le défi serait alors pour chacun de nous de travailler notre mentalité afin de la rendre capable d'atteindre cette conviction profonde. Ce travail de mentalité passerait, à notre humble avis, par le type de message qui alimenterait nos interactions quotidiennes. Par exemple, nous pourrons valoriser les messages susceptibles de rapprocher les Tchadiens à la maison, au travail, à l'école et partout. Inversement, nous devons être unanimes et sans complaisance à condamner les propos portant atteinte à la dignité et à la valeur des uns d'un de nôtres. Notre étant l'ensemble des individus constituant la communauté tchadienne. La même énergie de condamnation doit être de rigueur contre toute tentative de remise sur le tapis du débat national des sujets notoirement divisionnistes, mais ayant passé en sourdine. Un prédicateur congolais du Zaïre, donc, Omar Kadjabika, en séjour au Tchad dans les années 90, me disait que si les politiciens aiment cibler les étudiants et les élèves pour leurs messages, c'est parce que les jeunes sont naturellement fougueux et que s'ils sont convaincus d'une cause, rien ne les arrêtera. Cette phrase de Kadjabika me fait toujours penser à ce que la littérature dit de la genèse du conflit fratricide de 1979 chez nous. Voilà le risque que nous avions encouru. Comme disent les anglophones, nous aurions pu être on the brink of collapse. Nous avions frôlé l'irréparable, la catastrophe. L'histoire nous a renseigné que parfois, un rien du tout peut être un catalyseur à l'émergence d'un grand conflit. La Première Guerre mondiale, le printemps arabe et même tout récemment, le conflit soudanais en sont des exemples édifiants. Le chemin est donc encore long et par conséquent, nous avons du travail à faire dès maintenant. Et cet exercice de faire évoluer les mentalités doit commencer dans notre entourage immédiat avant de l'étendre éventuellement ailleurs. Chacun de nous doit s'atteler à faire comprendre que nous sommes non seulement condamnés à vivre ensemble, mais nous sommes tous égaux en valeur et en dignité. Nous devons inculquer à nos enfants et notre entourage que le respect de l'autre est un comportement et non un discours. Le fait de s'abstenir de frustrer inutilement son semblable est un acte de respect vis-à-vis de l'autrui. De la même manière, nous devons condamner fermement les violences verbales susceptibles de heurter la sensibilité de l'autre, même si ces mots viennent de notre propre enfant. Les efforts demandés à chacun de nous pour le renforcement de notre cohésion nationale signifient aussi que si l'on découvre une braise qui couve sous la cendre, on doit plutôt l'éteindre au lieu de l'attiser. L'ancien ministre des Finances semble exactement faire le contraire. Il est certes un exercice très courant sous d'autres cieux de voir un politicien se faire rattraper par son passé, surtout s'il avait posé un geste ou tenu des propos qui fâchent. Mais vu notre spécificité de notre société fragile et d'institutions faibles, avons-nous le luxe d'imiter aveuglément les autres
pour lesquels l'État est la seule et unique ethnie. Pourquoi vouloir imiter les autres alors que nous savons qu'en agissant de la sorte, nous risquerons de désagréger notre société qui est encore en plein chemin pour sa consolidation? L'ancien ministre, dont je respecte beaucoup, a-t-il pensé à cela avant de poser son geste? Le jeu qu'il a joué, qu'il a voulu jouer, en vaut-il réellement la chandelle? Dans de telles circonstances, nous devons tous mettre sur la balance notre geste. Dès lors que l'on estime que notre intention est susceptible de porter atteinte à l'intérêt supérieur de la nation, nous devons automatiquement y abdiquer. Une autre façon d'œuvrer pour le vivre ensemble est de garder le sang-froid, se surpasser face à des circonstances inconfortables et si possible rendre celles-ci positives. Il est du devoir de chacun de nous de dénoncer tout ce qui est susceptible de mettre à mal le vivre ensemble entre les Tchadiens. Mais il est aussi de notre devoir de veiller à ce que l'on ne réponde pas à la haine par la haine. De la même manière que l'on doit être intransigeant contre la première haine, on doit aussi en être équitable dans le traitement accordé à la seconde. Le travail pour le renforcement de la cohésion nationale et pour un Tchad appartenant à tout le monde passe nécessairement par la rigueur de ne point tolérer ce genre de complaisance. Des propos haineux venant de n'importe quel bord et destinés à n'importe quel Tchadien doivent être unanimement condamnés. Et le dernier point que je voudrais évoquer ici, l'État est la seule ethnie rentable. L'ethnie doit être comprise comme une source de richesse culturelle et non comme un refuge pour s'octroyer de faveurs indues. Plus un État se développe, moins sa population deviendrait encline à s'attacher à la fibre ethnique. C'est la logique de la vie. Plus un État se développe, plus ces sociétés évolueraient vers un meilleur niveau de vie et donc leurs besoins deviendraient de plus en plus croissants et exigeants. L'individualisme prend ainsi de plus en plus de l'importance à tel point que les individus auraient du mal à répondre convenablement ou du moins comme à l'accoutumée à l'appel du communautarisme. Les besoins nouveaux, des réalités nouvelles qu'ils vivent les préoccuperaient plus que toute autre considération, même d'ordre communautaire. Dans cette quête permanente de la satisfaction personnelle, de nouvelles alliances se constitueraient, se défereraient ou se recréeraient à la faveur des circonstances qui s'imposeraient. La pression des besoins du moment laisserait peu de marge au désir d'accomplir le devoir vis-à-vis de sa communauté, notamment une participation assez régulière aux activités sociales de celle-ci. Outre la communauté, les anciennes connaissances en subiraient le même sort. Par exemple, rendre visite ou répondre régulièrement aux invitations des anciens amis pour des activités sociales deviendrait de moins en moins prioritaire. La priorité serait plus dictée malgré tout par la force de la nouvelle réalité qui est la recherche de la satisfaction personnelle. Même si chacun tenterait d'afficher un attachement apparent à la fibre communautaire, personne ne pourrait se soustraire à cette exigence du temps nouveau, celle de se préoccuper d'abord du bien-être de sa petite famille ou de sa propre personne. Prêcher le contraire friserait l'hypocrisie et la malhonnêteté. Cette nouvelle donne pourrait pour autant ne pas se traduire par une rupture brutale ou totale avec les anciennes habitudes. Même si le cœur pourrait continuer à battre et se vouloir attentif à l'appel de la communauté ethnique ou des anciennes connaissances, plus on avance dans le dédale du développement de notre pays, la nostalgie du passé s'estomperait d'elle-même et de nouvelles réalités surgiraient et viendraient prendre place dans nos cœurs de manière à effriter encore davantage les résidus des anciennes habitudes chères à la communauté ethnique ou aux anciens amis. Cette logique nous conduirait à insinuer que l'ethnie ou l'ancienne connaissance aurait moins pesé lorsqu'il s'agit d'effectuer un choix rationnel devant la demande de nouveaux besoins de sa propre personne ou de sa petite famille. Autrement dit, ni l'amitié ni l'ethnie ne seraient suffisamment et nécessairement un salut sur le long terme. Beaucoup d'entre nous avions entendu parler ou étions souvent témoins des cas d'individus ayant tourné le dos à leurs anciens amis ou de personnes socialement bien nanties
mais ne portant aucune attention aux misères parfois de leurs parents les plus proches. De ce point de vue, placer toute sa confiance à un être humain susceptible de changer de sentiment ne pourrait être une garantie à long terme. Le salut pourrait se trouver dans l'État, puisque celui-ci n'a pas de sentiment pour changer. Suivant notre logique, nous voyons que la quête pour les besoins nouveaux préoccuperait l'individu plus que toute autre considération. Il se verrait plus occupé à satisfaire ses besoins nouveaux que de répondre de manière régulière à l'exigence du communautarisme. De ce qui précède, on voit que le communautarisme et l'ethnisme résisteraient difficilement à la réalité d'un pays émergent où l'individu serait sous la pression constante de nouveaux besoins à satisfaire. Inversement, l'attachement à la communauté ethnique, pour ne pas dire le repli identitaire, pourrait fournir des ingrédients empoisonnés susceptibles d'hypothéquer notre marche vers l'émergence, puisque ces ingrédients empoisonnés pourraient affaiblir les institutions étatiques. L'une des expressions qui rendent le mieux ces ingrédients empoisonnés est la complaisance ou le népotisme. Accorder une faveur indue relevant d'un bien commun à un proche parent qui n'a pas qualité d'en jouir est un exemple de la manifestation d'un attachement à la communauté au détriment de la République. Or, la réussite matérielle d'un proche aurait moins de chances de faire des émules positifs sur l'ensemble des membres de l'ethnie ou encore moins du clan. Par contre, le développement du pays a plus de chances d'avoir une incidence positive sur la vie de tout le monde. La réussite personnelle étant du domaine du privé, le bénéficiaire peut ne pas le distribuer à tous les membres de la communauté. Par contre, si le bénéficiaire était le Tchad, les dividendes se répercuteraient sur tout le monde, car il s'agit ici de la réussite d'un pays qui est la chose commune à tout le monde. Les retombées d'un Tchad développé toucheraient tous les citoyens indépendamment de leur sensibilité sociale. Chacun aurait plus intérêt à veiller au grain, à la prospérité de la chose commune et décourager tous les facteurs susceptibles de constituer une entorse au développement de celle-ci. Le comportement le plus simple pour traduire cette attitude serait de respecter son prochain et lui reconnaître le droit de jouir tout ce qui touche au bien commun. Ensuite, voir en lui un frère avec lequel on est appelé à mutualiser les efforts pour sauvegarder et améliorer notre bien commun. Cette façon de faire reviendrait à élever l'intérêt supérieur commun à tout le monde au-dessus de toute autre considération. L'objectif serait donc de rendre cette terre prospère et un endroit où il fait bon vivre pour nous tous, nos enfants et nos arrière-enfants. Si chacun de nous est animé par cet objectif plus large, si chacun sème à partir de là où il se trouve cette graine pour la récolte commune, tous les tares, notamment le népotisme, le favoritisme, la corruption, tombent d'eux-mêmes. Tous les défis résideraient dans notre capacité d'amener chacun de nous à atteindre ce degré de mentalité selon laquelle le geste bienveillant que l'on pose individuellement à l'égard de notre bien commun signifie tout simplement une épargne de récompenses individuelles que l'on collectera plus tard. De la même manière, cette maturité d'esprit nous ferait prendre conscience que causer un tort au bien commun par quelque geste que ce soit serait synonyme de réduire la capacité de notre bien commun à être généreux plus tard pour tout le monde. Atteindre un tel degré de mentalité est certes un défi énorme, mais c'est celui qui nous conduirait à l'émergence du Tchad. Voilà, en conclusion, je vais peut-être dire ceci. La République doit être notre seul recours pour notre prise en charge sociale et notre protection. Elle est censée être notre ethnie commune, la communauté des Tchadiens. La faiblesse ou l'absence des institutions publiques laisse le champ libre à d'autres acteurs à caractère communautaire et ethnique pour établir leurs propres règles de jeu. Autrement dit, l'appareil administratif et autres instances d'autorité se verraient investir des membres de groupuscules aux intérêts étriqués et n'ayant pour seule vocation que celle de faire prévaloir les pratiques népotiques contraires à toute notion du progrès, encore moins tout effort pour l'émergence d'un pays. Le souhait étant d'ériger l'État en une ethnie commune pour tous les citoyens,
les seules règles du jeu valables ne seraient que celles émanant des institutions publiques. Cependant, la force et la faiblesse de ces dernières dépendent du choix des règles que nous opérons. Nous avons donc le choix de rendre à travers nos institutions l'État capable de nous servir efficacement ou maladroitement. Et il s'agit ici pour chacun de nous de faire le choix d'être servi convenablement, adéquatement, à tout moment et en toutes circonstances. Contre toute complaisance, le choix rationnel que l'on effectue déterminera le fruit que l'on récoltera plus tard en service presté par les institutions étatiques. Devant la défaillance de l'administration, la communauté et l'ethnie s'empresseraient à proposer leurs services assortis des règles écrites ou non, mais soigneusement édictées pour l'intérêt égoïste et éphémère de quelques individus. Se sentant vulnérables, les individus qui ne trouvent aucun répondant du côté de l'État ne sauraient que se rabattre sur le soutien de la communauté pour chercher le refuge nécessaire à leur situation de détresse. Chacun, pour son propre intérêt, aurait plus à gagner d'une institution solide. La solidité d'une institution dépendrait en grande partie de la compétence des gens qui l'animent. La responsabilité du choix de ceux-ci nous incombe ainsi individuellement. Ainsi, nous avons le choix de recruter de bonnes ou de mauvaises personnes pour nos institutions. Chaque citoyen a ainsi un intérêt pour son propre bien de voir aux commandes de ces institutions des mains expertes, intègres et dévouées. Cependant, en pratique, bon nombre de personnes seraient confrontées à d'autres considérations qui les empêcheraient de voir ce qui est bon pour elles. Des facteurs comme la complaisance, le népotisme, le favoritisme militaire en contre-courant et s'apairait tout désir de recherche de la compétence. Au lieu de considérer les avantages à long terme pour tout le monde, l'individu se verrait parfois confronté à la tentation de privilégier à court terme l'intérêt d'un membre de son ethnie ou de sa communauté. Au choix rationnel escompté pour le bien de tout le monde et opposer le choix émotionnel qui promeut une main non experte pour gérer l'institution dont le service est crucial pour tous les citoyens. L'individu non compétent se sentirait vulnérable et aurait par conséquent plus de raisons à craindre de perdre son poste. Cette hantise de se voir éjecté de sitôt à cause des limites de ses qualifications pour cette fonction précise le conduirait à succomber, dans la plupart des cas, à la tentation de se remplir les poches avant qu'il ne soit trop tard. Une telle attitude égocentrique serait susceptible de ne produire que de piètres résultats pour la consommation du public et freinerait notre marche pour l'émergence du Tchad. Nous allons encore une fois de plus ovationner notre conférencier. Nous allons ouvrir maintenant la page de débat, commentaires, compléments. Oui, ma préoccupation, j'ai suivi dans cette salle ici plus de 3 ou bien 4 conférences qui s'intitulent sur le vivre ensemble. En tout cas, généralement, on parle sur la culture, la lecture. La lecture est la base fondamentale. La lecture se regroupe tout. Mais si on est en train de parler vivre ensemble, la jeunesse est en train de désinformer, c'est-à-dire est en train de se décultiver. Quand la jeunesse, qui est la future génération qui sera être responsable, nous serons les responsables, les futurs responsables. Mais si on fuit la lecture, quel sera notre sort? On est en train de parler de l'ethnie, l'État sera le seul ethnie. Toujours, si on fuit les conférences, si on fuit le débat, si on ne se cultive pas, en un mot, c'est la lecture. Et plus de 95% ne lit pas. N'en parlons plus les jeunes, mais les fonctionnaires même. Quel sera le danger pour notre pays? Ma dernière préoccupation, j'aimerais savoir sur le
nord, ce n'est pas un mot en tout cas qui est bon à prononcer, mais selon ma réflexion, chaque État, chaque pays, si on est en train de voir comme ça, les musulmans c'est nord, le sud c'est les chrétiens. Même les capitales dans notre pays, ici, en prenant l'exemple, en Djamena, la majorité de nos frères chrétiens sont au sud, sur le quartier au sud, musulmans au nord. Est-ce que ce n'est pas une fragilité ou bien ce n'est pas une faiblesse de l'autorité si on est en train de parler de vivre ensemble? Mais telles étaient les manières, quel sera notre sort? Bonsoir, monsieur le conférencier, bonsoir la salle. Je réponds au nom de Bahid Ahmad Abdoulakim. Je vous remercie vraiment pour cette présentation très importante pour la nation tchadienne intégrale. J'aimerais juste poser quelques questions, si possible, concernant les vivre ensemble. Mais pour moi, quand on me demande, j'allais répondre à la hâte que les vivre ensemble est presque impossible au Tchad. Oui, j'allais dire ainsi. Concernant la question, j'aimerais juste savoir, parce que si on a des problèmes dans un pays, c'est que c'est l'État qui peut prendre en grande partie la responsabilité. Alors, ici au Tchad, depuis 62 ans, nous sommes indépendants. Mais jusqu'à maintenant, les conflits continuent, n'ont pas d'arrêt encore. Alors, est-ce que l'État n'a pas la responsabilité de sensibiliser son citoyen sur les contextes d'obéir et de désobéir l'État? Parce que les citoyens peuvent obéir et désobéir aussi l'État. La deuxième question concernant la politique. Au Tchad, selon mon opinion, c'est la politique qui nous manipule. Que ce soit la religion, la jeunesse, l'éducation, etc. Selon ce que je pense, la religion et l'éducation sont des choses très importantes, surtout dans notre pays. Pour éviter tous ces problèmes, il faut éduquer les citoyens. Malheureusement, de nos jours, notre éducation est politisée. Il y a aussi également la religion, qui est une chose très importante dans la vie des citoyens. La preuve est claire. Nous avons au Tchad à peu près 16 millions, voire plus, mais tous ces citoyens-là, soit sont des musulmans ou sont des chrétiens. Et là, les religions sont beaucoup plus politisées. Alors, la question est la suivante. Comment peut-on faire pour dépolitiser l'éducation et la religion? Enfin, et la dernière question, j'aimerais juste savoir, parce que beaucoup plus, nous les Tchadiens, nous avons un amalgame, une confusion qui est dans notre tête. Quand on dit État, on voit une personne, surtout les chefs de l'État. Et pourtant, l'État n'est pas une chose à personnifier. Alors, comment on peut enlever cette idée de considérer l'État comme une personne? La jeunesse fuit la lecture, fuit les débats, les idées contradictoires, c'est vrai. C'est parce qu'effectivement, il y a ces niveaux de culture. Et malheureusement, c'est ça qui est surtout remarqué partout. Parfois, on lit des gens, même sur le réseau, effectivement, et on sent déjà que ça saute à l'œil que il y a un déficit effectivement de culture générale déjà, et la culture générale, ça s'acquiert par la lecture. Et vous avez vu aujourd'hui que il y a pas beaucoup de gens ici. Tout ça dénote à quel point on ne lit pas, et quand on ne lit pas, on ne se cultive pas. Et c'est quand on ne se cultive pas, et c'est là où effectivement on peut toujours traduire ça par des impacts au niveau de vivre ensemble. Donc les gens ont du mal à vivre ensemble parce qu'effectivement, ils n'ont pas cette capacité d'ouverture d'esprit. Et l'ouverture d'esprit, ça s'acquiert justement par la culture générale. Et la culture générale, comme tout à l'heure, je disais, il faut lire. Donc je suis tout à fait d'accord qu'au Tchad, on a ces problèmes. On ne lit pas assez.
Et parfois, on fuit même la lecture et on fuit également des débats contradictoires. Parce que comme on ne lit pas, on n'a pas beaucoup de culture, on n'est pas à mesure d'avoir des arguments pour affronter des idées contraires. Donc, à court d'arguments, les gens sont prêts à se mettre à côté tiré tout de suite. Et là, on le sent sur la toile. Pour un rien du tout, les gens s'insultent. La personne qui est prête à s'insulter rapidement, c'est parce qu'effectivement, il est à court d'arguments. Quand on n'a pas un niveau intéressant de culture, effectivement, on serait évidemment à court de culture. Et encore, on revient sur le fait qu'on ne lit pas, on fuit la lecture. Est-ce que l'État n'a pas la responsabilité de sensibiliser les citoyens? Bien sûr. L'État doit effectivement continuer à sensibiliser, mais maintenant, ce n'est pas ça qui est important. Mettre de l'argent et sensibiliser, ce n'est pas ça qui est intéressant. Comment sensibiliser? Et qui doit sensibiliser? Et comment sensibiliser? Parce que l'État peut, chaque année, mettre beaucoup d'argent pour sensibiliser tout ça, mais est-ce qu'on peut avoir un résultat? Non. Parce qu'il faut savoir identifier qui doit sensibiliser et la première étape, la deuxième étape, comment sensibiliser? Et là aussi, c'est très important. Donc, ce qu'on appelle la persuasion. Donc, pour que quelqu'un soit persuadé, il faut que la personne trouve dans ça un intérêt qui va le faire émouvoir de l'intérieur. Et pour ça, il faut absolument que la personne trouve son compte dans l'acte qu'il va poser. Parce que ça, c'est un effort qu'il fait, un effort extra qu'il fait. Et pour ça, s'il ne trouve pas un intérêt, il ne va pas essayer d'élaborer donc des messages de campagne de masse. On essaie donc de voir quel type de message on doit élaborer et pour quel type de personne. Parce que il faut des messages taillés sur mesure. Donc, à un message, à un groupe cible, il y a un message. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un message pour tout le monde aussi. L'exemple d'excision des femmes qui pratiquent cela. Et là, le type de message aussi, il faut voir quel genre de message. Parce que là, quand j'essaie de regarder effectivement les campagnes pour la lutte contre ces pratiques-là, des messages pour tout le monde. Alors que quand des messages où on met il y a beaucoup de doses de peur, c'est-à-dire que des images qui ne sont pas intéressantes donc à voir, et quand on essaie d'utiliser ces genres d'images d'excision dans la zone où on pratique l'excision, on va être amené à avoir un effet contraire. Parce que ces gens sont déjà dans cette pratique-là. Quand tu essaies donc de leur montrer des images qui ne sont pas intéressantes, et là, ils vont se recroqueviller dans leur carapace et ils vont développer ce qu'on appelle la résistance à ce message. Alors, je crois la dernière question, la politique manipule l'éducation et la religion politisée. Comment dépolitiser? C'est ça? En fait, quand on voit un peu, quand on parle un peu de l'éducation qui est politisée, c'est quand on voit que les gens, les responsables, aujourd'hui, voilà, quelqu'un qui vient d'arriver et puis après il est nommé ton supérieur, etc., etc. C'est ça qui fait que parfois on a tendance à voir que le système éducatif est politisé. Le système éducatif n'est pas aussi politisé que ça, mais dommage qu'on voit effectivement des nominations comme ça sur des bases un peu fantaisistes. Mais le vrai problème de l'éducation, c'est le problème de niveau qui se pose. Alors le problème de niveau, ça c'est un problème un peu général. On revient encore à cette histoire donc de lecture, des enseignants qui ne lisent pas beaucoup, qui ne font pas beaucoup de recherches, et des étudiants ou des élèves qui ne lisent pas et qui ne font pas beaucoup de recherches. Donc c'est un problème beaucoup plus général
il y a la part de l'État qui est là aussi, mais aussi la part des parents qui sont là, et également, comme je le dis tout à l'heure, des enseignants aussi. Donc les parents, quand les enfants sont à l'école, donc la charge est déjà accomplie. On ne fait pas le suivi des enfants, on ne les accompagne pas dans l'achat des livres, etc. Il y a ce côté-là qui est là, et également de l'autre côté, les enseignants qui n'encadrent pas comme il se doit les élèves et également les étudiants, et l'État, effectivement, qui ne dote pas les établissements par des enseignants qu'il faut, et également doter également des matériels didactiques qu'il faut. Donc certains établissements publics, les conditions de travail laissent à désirer, et donc il y a un mélange donc, de la responsabilité de tout le monde, mais l'éducation, le système n'est pas encore politisé en tant que tel, mais il y a ce problème qui est là, le problème de niveau, et la responsabilité est partagée. La religion est politisée, là aussi je suis un peu sceptique. Si on voit un peu les agissements de certains hommes religieux, on peut penser à ça, que la religion est politisée. Mais heureusement, la masse croyante ne suit pas aveuglément les agissements de ces hommes religieux. Donc il y a quelques hommes religieux qui jouent le jeu de l'opportunisme, etc. Mais tout de suite, c'est reconnu, et la masse sait déjà que celui-là, il agit parce que il veut être de tel ou tel bord. Vraiment, merci beaucoup à Maloumi. Par ces thèmes, vous épousez même la philosophie du mois des livres et de la lecture. Je crois que c'est des thèmes comme ça qu'il nous faut en milieu jeune pour transformer nos mentalités. Ils ne sont pas arrivés nombreux, mais je suggère que vous les suivez même dans les universités avec ces thèmes-là. Ce serait mieux. Nous voyons qu'aujourd'hui, la tendance est à l'abandon de l'amour de la patrie. Le constat est simple. Même dans nos salons, il suffit de mettre la télé-chat, les jeunes évacuent le salon. Pourquoi ça? Certains de mes élèves, je ne sais pas s'ils sont là ici, quand j'enseignais encore là, en civisme, je donnais souvent le devoir sur les actualités de la radio-chat. Tant pis pour celui qui n'écoute pas. On abandonne le chat pour aller vivre où? On est en train de détruire le chat, mais quand on aura fini de détruire la même Akosiri ici, les gens ne vont plus nous accepter. Et on se rendra compte qu'on a été bête. Donc je crois que le conseil là, il faut revenir à la raison. L'autre constat que j'ai fait est encore dans l'utilisation des réseaux sociaux. On jette de la haine, etc., comme si c'est un lieu de libertinage. Et cela m'amènera à poser une question. Si nous continuons à utiliser de la sorte les réseaux sociaux, là, comment l'État fera-t-il pour faire régner l'ordre dans ce genre de libertinage? Au fait, moi, vraiment, c'est une conférence qui m'a touché. Premièrement, je pensais que ça allait être juste un truc de 5 minutes, il va repartir comme il n'a toujours pas de temps. Vraiment, il a beaucoup plus de temps pour nous expliquer ce que c'est cette conférence. Et je suis touché, je suis vraiment touché. Je demande premièrement pardon à la salle. En fait, pardon pourquoi? Parce que premièrement, quand M. Malemi a commencé à nous enseigner, il a d'abord demandé qui est le ministre qui est le ministre de la communication actuelle. Alors là, moi, étant bavard, j'ai dit, bon, ça serait certainement un musulman. Alors là, il était calé. Et moi, j'étais devant lui, je n'ai pas baissé la tête. Et là, il a répondu, non, il ne faut pas dire ça, dit que c'est juste un Tchadien. Alors là, jusqu'à présent, ça m'a travaillé. Quand j'étais rentré, j'étais timide, j'ai dit, mais ça signifie quoi? La salle à comprendre ces mots, qu'un Tchadien n'est pas un ethnie de tel, ni cela. Alors là, c'est à l'endroit de la jeunesse. Les vieux, nos parents sont déjà partis, ils sont là. C'est à eux maintenant de nous enseigner ce que c'est la paix. Donc nous maintenant, il faut savoir comment prendre cette paix pour travailler avec. On s'en fout. Moi, surtout à l'école, j'ai des amis. Et d'abord 3 ans que les gens ont détecté que moi je suis de tel ethnie. Personne ne sait que je suis de tel ethnie. Donc la cohabitation elle est nécessaire.
Alors ma question est ici, comment faire pour amener la jeunesse à comprendre les mots républicains, c'est-à-dire les emblèmes, en fait les édifices républicains? C'est juste ma question. Bon, je commence tout d'abord par un constat qu'il y a un manque de communication entre l'État et la population. Ma question est de savoir qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour remédier à ce problème. À l'école, heureusement que nous avons un prof de civisme. Moi, j'aurais aimé qu'on renforce encore. On renforce cette matière donc, de civisme avec il faut qu'on essaie donc de carrément refonder cette matière et doser avec les nouvelles réalité donc, de notre pays et également avec la nouvelle tendance. Maintenant, la tendance est d'amener tout le monde à vivre ensemble. Tout ça. Donc, il faut qu'on essaie donc, de chercher surtout des matières qui essaient donc d'enlever dans nos têtes que l'autre est plus supérieur à l'autre et l'autre est différent de moi, etc. Donc, il faut qu'on essaie de voir un peu cette matière de civisme, c'est-à-dire renforcer cette matière de civisme. Et il ne faut pas aussi qu'on s'arrête au niveau du civisme. C'est-à-dire tous les enseignants sont des ambassadeurs de la paix, normalement. Donc, les enseignants des autres matières également, entre leurs cours et autre chose, il faut de temps en temps qu'on essaye de sensibiliser les gens vers des notions qui orientent les gens vers le vivre ensemble, vers la cohésion, etc. Donc si on arrive à faire ce travail de la maison jusqu'à l'école, en passant par la rue, on va peut-être avoir un résultat probant. Est-ce que l'État n'a pas la responsabilité? Bon, je crois que ça rejoint un peu ce que j'ai dit. Il a effectivement cette responsabilité de sensibiliser les citoyens, mais maintenant, comment le faire? C'est ça qui est difficile. Donc, dans ma première réponse, je disais que pour répondre, il faut réfléchir sur des incitatifs. Parce que nous avons besoin qu'au niveau déjà de la famille, les gens commencent à propager ce genre de messages. Question, comment faire les Tchadiens à comprendre? Donc, ouais, ça c'est une question aussi qui concerne encore le civisme. Peut-être que ces matières, tout à l'heure je disais qu'il faut renforcer, peut-être qu'on va essayer donc de demander donc à ces matières-là de prendre en compte cette préoccupation, c'est-à-dire que dans ces matières, on doit vulgariser encore plus davantage ces symboles-là, ces symboles républicains. C'est dommage que beaucoup d'étudiants, aujourd'hui, quand on pose la question de certains symboles républicains, même étant étudiant, c'est très difficile d'avoir une réponse spontanée. Tout à l'heure, tu as relevé toi-même un ministre de la communication, donc un étudiant peut-être de la communication est censé déjà connaître son ministre de la communication. Et donc tout ça, c'est juste pour dire que c'est un travail qui doit se faire déjà à la base au niveau primaire avec des matières de civisme plus renforcées qu'avant. Ce qui était toujours enseigné avant est aussi intéressant, mais il faut renforcer. Il faut renforcer avec des symboles parlants, comme des symboles dont tu as fait allusion. Et que faire accès du public au... Ah, ça c'est une question. Ça c'est un déficit effectivement. Là, c'est vrai, un déficit de communication gouvernementale. Le public, c'est-à-dire la communication est unidirectionnelle pour l'instant. C'est-à-dire qu'elle suit une ligne linéaire. Normalement, ça doit suivre ce qu'on appelle la ligne circulaire, c'est-à-dire rétroactive. Le message passe donc du point A à point B, mais le point B ne peut pas réagir. Quand le point B réagit, même si le point B réagit, n'atteint pas, donc c'est pas circulaire. Donc le message c'est un message linéaire, tout simplement. Donc il faut corriger cela, faire en sorte
que quand B réagit, A c'est-à-dire est capable donc de recevoir la réaction, le feedback de B. Et ça, c'est un déficit qu'il faut corriger. Et sous d'autres cieux, ils mettent des dispositifs pour corriger cela. Donc, dès lors que le public réagit, je dirais automatiquement, le gouvernement est au courant. Ici, heureusement, et ça, sans que le gouvernement n'ait fait un effort dans ce sens, déjà le public, à travers le Facebook et tout ça, le public réagit. Et avec la réalité, la force de la réalité actuelle, le gouvernement est obligé également de temps en temps de prendre en compte certaines choses qui ont été déjà évoquées sur les réseaux sociaux. Mais au Venezuela, par exemple, l'ancien président, il a chaque samedi, il a une émission en direct avec la population. C'est-à-dire qu'il anime une émission en direct. L'émission même s'appelle El Presidente. Donc, c'est une émission en direct et il n'y a pas de protocole, c'est avec le président. Donc, toi, le citoyen, tu appelles, tu poses ta question au président. C'est des choses comme ça qu'on peut également transposer ici. Et sans protocole, sans filtre, le président peut avoir un contact direct avec la population et il peut avoir le pouls. Qu'est-ce qui se passe effectivement dans la société? Monsieur, vu le temps imparti pour notre conférence, nous sommes arrivés à terme.